Bonsoir, premier thème de notre soirée consacrée au football. On va essayer de parler intelligemment de ballon ce soir. La géopolitique du football. Quoi de plus normal quand va se dérouler une Coupe du Monde sous haute tension diplomatique en Russie dès demain. À mes côtés pour en parler, Mathilde Gohanet, qui a longtemps été correspondante pour Mediapart au pays du Dynamo Kiev en Ukraine et qui depuis est au pôle social de Mediapart, qui correspondra au dernier plateau de notre soirée sur le football populaire. Avec nous pour parler un petit peu du rôle du football dans le grand concert des nations, nous avons Carole Gomez. Carole Gomez, vous êtes chercheuse à l'IRIS, spécialisée sur l'impact politique du sport. Et également Régis Janté. Bonsoir. Régis. Vous êtes correspondant pour RFI, Le Figaro et tant d'autres journaux en Russie. Et en Géorgie, enfin sur toute la zone. Vous êtes basé à Tbilissi, si je ne m'abuse. Et vous avez écrit récemment un très bel ouvrage qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on prononce, Football. Le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique. Et je vais laisser la parole pour la première question de ce débat à Mathilde. Oui, on a vu se développer ces derniers mois, ces dernières semaines même, des appels au boycott de la Coupe du Monde en Russie, notamment en raison de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal, notamment des appels au boycott portés par l'Angleterre, donc ce qui n'est pas la moindre des nations. Ce matin, à Paris, RSF, Place de la République, dénonçait l'état de la presse et des libertés en Russie. On voit des images là qui défilent, effectivement, pour dénoncer donc, et éventuellement aussi appeler à une forme de boycott de la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'il y a une possibilité que cette Coupe du Monde soit un ratage sur le plan diplomatique ? Ça paraît. Oui. Alors, il est toujours extrêmement compliqué d'arriver à faire des pronostics avant le début de l'événement. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que si au début, il y avait un grand engouement pour venir boycotter cette Coupe du Monde, le terme de boycott sportif avait même été prononcé par Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Il y avait un pas en arrière qui avait tout de suite été fait pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable d'un point de vue économique. Ça reviendrait aussi à se tirer une balle dans le pied de la part de l'équipe d'Angleterre qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde de ne pas participer, donc avec tous les droits télé, le merchandising, le sponsoring qui va avec, et également parce que la FIFA a eu la bonne idée d'introduire certaines règles qui visent à toujours maintenir la politique et le sport à part. Et donc, du coup, si une équipe politique, un gouvernement ou un État venait s'ingérer d'un peu trop près dans l'affaire, dans les affaires de la fédération, elle pourrait être sanctionnée pour la compétition en cours ou pour les compétitions suivantes. Donc, le boycott sportif a très rapidement été écarté, et s'il a été prononcé une première fois par Boris Johnson, il a tout de suite été requalifié par boycott diplomatique par Theresa May, qui ensuite a été repris notamment par l'Islande et par d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est que si la question du boycott sportif a été avancée, la boycott diplomatique a été avancée, on ne peut pas retomber dans une logique identique que celle qui pouvait exister pendant la guerre froide, puisqu'au final, c'est ça qu'on a en tête avec les exemples de Montréal, de Moscou, mais également de Los Angeles, en sachant qu'il y en avait eu d'autres aussi par ailleurs avant. Tout simplement, ça ne peut pas forcément marcher, on n'est plus dans une logique de bloc, dans une logique d'opposition idéologique, qui faisait que si un État décidait de prendre le lead sur une revendication, un certain nombre d'États suivaient. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, et au final, l'Angleterre s'est retrouvée, Theresa May et l'équipe d'Angleterre s'est retrouvée un peu seule dans ce message, et elle a été suivie par assez peu de pays au final. Emmanuel Macron a suggéré qu'il n'irait en Russie que si l'équipe de France était qualifiée en quart de finale, ce qui est une manière de ménager la chèvre et le chou. Juste Régis Janté là-dessus, est-ce que c'est une crainte de la part des Russes que ça soit un flop, ou est-ce qu'on est super confiant sur la tenue ? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt confiants cette fois, même si par le passé, l'organisation d'événements globaux planétaires par Moscou a été problématique. Les Jeux Olympiques, effectivement, de 80 avaient été boycottés du fait de l'invasion de l'Afghanistan l'année d'avant. Sochi, la fête a été aussi en partie gâchée, puisque ça correspond à l'éclatement de la crise en Ukraine. Et Dieu sait si elle est importante et profonde. Et effectivement, ça a plutôt gâché la fête pour le Kremlin. On se souvient que dans la foulée des Jeux Olympiques de Sochi, donc en 2014, Vladimir Poutine voulait inviter aussi tout le G8, ou le G20 plutôt, à Sochi,
Sotchi, donc dans le Caucase, là où il est entré en quelque sorte en politique en 2000 ou en 99 pour régler la question tchétchène. Ça s'est soldé par la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a été un massacre aussi brutal que la première guerre de Tchétchénie, et on lui a reproché jusqu'à aujourd'hui sur la scène internationale, quoi. Et donc l'idée de faire venir le monde entier, de faire flotter tous les drapeaux du monde, d'inviter Obama, Hollande, etc. dans le Caucase, c'était une manière de légitimer en quelque sorte l'action russe dans le Caucase. Et ça ne s'est pas fait à cause de cette crise. Là, Dieu sait si le monde est agité en ce moment, mais on a l'impression que dans le mois qui vient, il n'y aura probablement pas de crise de nature à faire un ratage diplomatique, si j'ose dire, de la Coupe du Monde 2018. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve diplomatiquement, qu'une épreuve sportive diplomatiquement ratée? Est-ce que finalement, ça ne tient pas au résultat, ce qui serait un problème pour Vladimir Poutine, vu que la Russie n'a pas aujourd'hui l'équipe d'antan des années 80 pour espérer aller loin. On se rappelle en 78, qui était un peu la dernière grande vague, parce que l'on parlait des JO, mais rapporté au foot, c'est vrai qu'on n'a pas vu les mêmes sensations de boycott, les mêmes appels au boycott international. La dernière fois, c'était en 78, où il y a eu autour de l'Argentine de Videla. Et malgré tout, ça a finalement été assez balayé par la victoire, tout simplement, de l'Argentine, quitte même à acheter quelques matchs contre le Pérou, par exemple. Mais là, in fine, on voit mal quand même la Russie aller au bout de cette compétition. Est-ce que justement, ça n'est pas déjà le premier critère pour juger quand on attache beaucoup de symbolique au sport, comme on a l'impression que le fait Vladimir Poutine? Est-ce que ce n'est pas le premier critère d'une réussite diplomatique? En fait, il va falloir vraiment voir la manière avec laquelle l'équipe de Russie va se comporter pendant cette compétition. Si elle se prend rouste sur rouste pendant les 3 premiers matchs et qu'elle est éliminée dès la phase de poule avec 0 point, là, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais on peut aussi compter peut-être sur le pouvoir russe pour plutôt se focaliser sur l'organisation, la qualité d'infrastructures, et donc du coup de peut-être rebasculer l'attention sur d'autres éléments qui auront été plus positifs. Après, l'équipe de Russie, ce serait un peu compliqué d'arriver à faire un pronostic sur son parcours, mais il serait intéressant de voir un peu la façon dont elle se comporte, la façon dont les supporters aussi soutiennent, etc. Donc, on ne peut pas véritablement compter sur la Russie pour peut-être... Je crois qu'ils ont fait un deuil de cette affaire, puisque effectivement l'équipe est vraiment très faible. Donc, cela dit, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, donc il faut vraiment prendre ça avec des précautions, mais l'officiel russe qui a dénoncé le scandale du dopage après les Jeux Olympiques de Sotchi, qui est là un vrai témoin de combien il était important pour la Russie d'avoir des succès sportifs en général. Donc après, ce type est parti aux États-Unis et il a donné énormément de preuves, des milliers d'emails, etc., qui montrent qu'il y a effectivement eu un dopage d'État, on peut dire. Et il a dit qu'il y a eu un projet, en tout cas, de le faire, de doper l'équipe de football. Je crois que ça n'a pas été fait, et puis ça reste, encore une fois, à prendre avec des précautions. Mais ce qui voudrait dire qu'effectivement, l'enjeu que vous soulignez est quand même assez important, et qu'il serait mieux que l'équipe passe au moins le premier tour. Elle a eu un tirage très clément, donc peut-être que ça aidera, effectivement. C'est quand même pas anecdotique de voir que, vous citiez les Jeux Olympiques de Sotchi, où effectivement on avait eu toute une machine là, qui s'était mise en place, à la fois pour l'organisation des JO, mais aussi pour la victoire sportive. Victor Moutko était ministre des Sports, il est toujours ministre des Sports, me semble-t-il. Il vient de changer. Il vient de changer, d'accord. Donc du coup, en tout cas, on a l'impression que la machine d'État n'a pas bougé, ou a bougé, à peine bougé, et donc que c'est toujours les mêmes logiques qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire il faut que ce soit un succès, quels qu'en soient les moyens. Et on peut penser aussi aux conditions d'obtention de cette Coupe du Monde. Le lobbying de la Russie a été intense. Est-ce qu'il était particulièrement intense? On n'a pas l'information. J'ai pu lire un livre d'un journaliste sportif russe comment la Russie a-t-elle reçu la Coupe du Monde et qui n'est pas allé sur ce terrain parce qu'il n'y a pas de preuves. Après, on verra dans les années à venir, mais franchement, pour le moment, on n'a rien de concret. Bon, il y a eu un lobbying, on a bien servi M. Blatter, etc. On leur a servi de la vodka et de la spiritualité dans certains monastères, etc. Mais je disais qu'ils ont fait le deuil des succès de l'équipe parce que bon, elle est trop faible pour ça. Ça vient depuis la chute de l'URSS où le sport n'a pas pu se relever. Il est tombé aussi bas que tout le reste, à vrai dire. Mais effectivement, tout est mis sur la capacité à organiser. Quelle image on va présenter de la Russie à cette occasion? On avait vu pour Sotchi qu'on avait des stades hyper modernes. Donc c'était une manière de donner une image de la Russie, sans doute pas démocratique, mais moderne en tout cas. Donc ça, c'est effectivement important. Et c'est vraiment fondamental, puisque je rappelle toujours qu'en 2002, lorsque donc, M. Poutine est un jeune président
président encore, il lance une grande réforme du sport, formation, avec une création d'une université à Sochi, avec toute une réflexion sur le financement du sport par les oligarques, notamment dans le football. Et tout ce grand programme, il va l'appeler Rossiya Sportivnaya Держава. La Russie, puissance sportive. Et le mot Держава, puissance, c'est le grand mot avec lequel on désignait la puissance de l'Empire au XIXe siècle. Ça montre combien c'est important, combien on est dans le cœur de la problématique de M. Poutine, qui est la puissance de la Russie. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que tout va être mis sur la présentation de l'image de la Russie au niveau international. Ouais, et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce plan-là, il a été fait en 2002. Et donc là, on est vraiment sur une logique de temps long. On n'est pas du tout dans une logique une espèce de lubie qu'il aurait pu avoir. Il y a eu l'organisation d'un certain nombre d'événements sportifs, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi, la Coupe du Monde en Russie. Et c'est quelque chose qui va encore se poursuivre dans les années à venir, qui va avoir tendance un peu à décroître, puisqu'il y a des organisations jusqu'en 2020-2021. Mais tout de suite, on est en train de repenser. Je crois qu'en octobre ou en novembre, il y a un grand colloque qui est organisé justement en Russie pour essayer de déterminer quel est l'avenir en fait, du sport russe et comment est-ce qu'on va se positionner dans les 5, 10, 15, 20 années à venir. Alors, de la même manière et c'est ce que vous montrez dans votre livre, la conquête de la puissance sportive, notamment par le football, qui était pourtant un sport considéré comme un sport de bourgeois sous l'Union soviétique, etc. Ça a été un enjeu pour l'Union soviétique. C'est aussi un enjeu, donc c'est ce que vous venez de décrire pour Vladimir Poutine. Est-ce que c'est aussi une réaction à une forme à la fois de reprise de place sur la scène internationale, mais aussi ce qui va de pair avec une série de critiques, donc sur son intervention en Syrie, évidemment sur l'intervention en Ukraine. Est-ce que c'est une manière de maquiller ou de faire passer la pilule aussi en regard à son activité internationale? Disons qu'organiser un grand événement sportif, même si un certain nombre de personnes ne sont pas forcément fans, et principalement du foot, c'est une façon d'attirer un œil plutôt amical, plutôt moins politisé, moins polémique sur le pays et arriver à démontrer le dynamisme du pays, la technologie avancée dans certains stades, etc. D'où l'affiche, par exemple, la référence à Yashin, gardien mythique, légendaire, et Gagarine avec Conquête de l'espace. Et en fait, il y a tout ce qui est vraiment intéressant avec la Coupe du Monde en Russie, c'est qu'il y a tout cet appel avec, à la fois dans les termes qui sont utilisés, à la puissance telle qu'elle était imaginée dans les siècles auparavant, mais également avec tout l'héritage historique qu'il peut y avoir. Et donc, c'est en faisant appel à ces grands exploits-là, ces grandes découvertes-là, plus en le rapportant à quelque chose qui est universel, qui est censé véhiculer un message extrêmement positif, d'arriver à faire passer le message que la Russie a changé, que la Russie n'est plus entachée d'un certain nombre de défauts qu'on peut lui prêter sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Et donc ça permet de complètement lisser une image qui est écornée par ailleurs. Mais là encore, c'est quelque chose, c'est vraiment un pari à double tranchant, puisque soit c'est quelque chose qui arrive à non pas refaire gagner une certaine confiance et une popularité de la Russie à travers le monde grâce à cet événement-là. Mais le risque, c'est qu'au contraire, en fait, on se focalise sur la situation de la liberté d'expression dans le pays, on recommence à s'intéresser à certains conflits, l'investissement de la Russie sur le théâtre syrien, en Crimée. Et donc c'est aussi ça qui est le risque de ce genre de grand événement sportif, c'est que ça peut être quelque chose de plutôt positif ou quelque chose d'extrêmement négatif. Je crois que le risque est pris, c'est que ces jours-ci, depuis 2 jours, on a les images de Ramzan Kadyrov, qui est le tyran, il faut dire le mot, qui a des litres de sang sur les mains, de la Tchétchénie, où il y a eu ces 2 guerres, et c'est quelqu'un qui a participé ensuite pour remettre au pas cette république à des exactions, et qui aujourd'hui gère cette république, qui est toujours rebelle, parce que ça fait 200 ans qu'elle est rebelle, elle n'a jamais accepté véritablement d'être colonisée par la Russie, et qui, finalement, aujourd'hui, l'équipe d'Égypte a choisi comme camp de base la Tchétchénie. Et évidemment, vous avez les photos partout sur Facebook, etc., de Ramzan Kadyrov avec Mohamed Salah, le grand joueur génial de Liverpool et de la sélection égyptienne. Et là, c'est une manière, et c'est un combat très important aujourd'hui, puisque tout le combat sur la scène internationale consiste aussi à faire légitimer la nature du régime très autoritaire, certains disent dictatorial, de la Russie, et la Tchétchénie fait partie de la Russie, donc c'est une manière aussi de rendre acceptable un pouvoir de cette nature. En plus, il y a un message, en l'occurrence,
spécifique à l'égard du monde musulman. Donc ça, c'est un des vrais enjeux, et c'est l'enjeu géopolitique du moment, c'est-à-dire c'est de faire accepter la Russie sur le haut de la scène internationale avec ses valeurs, avec la nature du régime qu'elle représente. Prenez-nous comme nous sommes, quoi. Prenez-nous comme nous sommes, acceptez-nous, et il faudrait même que le monde, d'une certaine manière, accepte, change, d'où ce combat aussi contre la démocratie. Ce qui est très important, je crois, c'est vraiment fondamental de comprendre que la Russie, si elle mise sur le sport, qui est un enjeu symbolique, au fond. Je veux dire, si la Russie bat la France, c'est juste symbolique, ça n'est que du sport, mais c'est précisément parce que sur le vrai terrain de la puissance politique, la Russie a quand même de vrais problèmes. En France, on a tendance à croire que c'est la puissance absolue, mais non. Et précisément, c'est pour ça c'est si important d'aller sur le terrain du symbolique. C'est précisément parce que depuis 200 ans, à vrai dire, la Russie a un vrai déficit entre ses... Enfin, il y a une vraie différence entre ses vraies ambitions politiques et la réalité de son pouvoir. En économie, par exemple, si vous prenez le PIB par tête, par habitant, ce qu'on a dans la poche, quoi, elle est au-delà de la 60e place au niveau du monde. Et donc, il faut bluffer, en quelque sorte. Je ne dis pas que ce n'est pas une puissance, la Russie, mais elle a vraiment ce déficit. Et pour ça, il faut se mesurer avec l'Occident. D'où les messages sur la modernité. Vous allez voir l'esthétique des stades ces prochains jours. D'où aussi une compétition d'abord avec l'Occident, comme en tout. La Russie est toujours en compétition, toujours un œil sur l'Occident pour se mesurer à l'étalon de la puissance qu'est l'Occident, et d'abord les États-Unis pour ce qui est de la politique. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est ce qui explique pourquoi le sport est si... On mise tellement sur le sport. Et est-ce qu'il y a justement... On va revenir après sur les pièges dont vous parliez, Carole, qui peuvent être liés à ce type d'organisation symbolique. Mais est-ce qu'il y a une spécificité dans le lobbying sportif russe ? Quand on voit effectivement la liste, ils n'arrêtent pas d'enchaîner, vous en parliez tout à l'heure, championnat du monde d'athlétisme en 2013, Jeux olympiques d'hiver 2014, championnat du monde de natation, de hockey sur glace, j'oublie le judo, il y a un Grand Prix de Formule 1 aussi qui vient de s'installer. Universiade. Est-ce qu'il y a une recette magique, au-delà de arroser de vodka dans un monastère, ce que finalement les Français font également, et enfin que tout, enfin ça c'est la logique CIO, FIFA, oui voilà, on transforme la vodka par le vin. Mais est-ce qu'il y a une spécificité dans l'obtention, enfin dans le savoir-faire russe pour l'obtention de tous ces grands événements sportifs? Je crois pas véritablement. Enfin, on le fait à la russe, mais les Français le font à la française. Peut-être que la spécificité, c'est d'avoir misé depuis longtemps sur un certain nombre d'hommes qui travaillent dans les institutions internationales. On parlait de M. Moutko, ancien ministre des Sports, qui est vraiment un homme de confiance de Poutine, à qui il a confié d'aller décrocher la Coupe du Monde. Et il va s'appuyer sur M. Koloskov, par exemple, qui travaillait depuis des années dans les instances sportives, il connaissait tout le monde. Donc là, il y a eu un lobbying assez ciblé. Mais encore une fois, je pense que tout le monde ferait ça. Donc, par exemple, les voix francophones, notamment dans les fédérations africaines, n'étaient pas forcément gagnées. Et là, on s'est appuyé, par exemple, sur Joao Havelange, qui avait fréquenté ce monsieur, ce russe, dans les instances sportives. On s'est appuyé sur lui parce que son fils faisait partie du comité des 22 personnes, c'est ça, qui décide d'où sera la Coupe du Monde. Et là, on a organisé des rendez-vous. Mais voilà, bon, pour ce qu'on en sait, c'est du lobbying, on organise des rendez-vous. Qu'est-ce qui les a convaincus? Je n'en sais rien. C'est-à-dire que l'art diplomatique russe, la fameuse école de Moscou, finalement, ça marche aussi très bien pour la diplomatie sportive. Oui, mais c'est surtout aussi qu'il y avait un accent qui avait décidé d'être mis à partir de 2002 et que ça passait aussi d'une part par les résultats, mais on savait que ça allait être extrêmement compliqué parce que des champions, ça ne se crée pas comme ça. Et donc du coup, une façon d'attirer l'attention positive sur la Russie et surtout de communiquer largement sur une organisation réussie, etc., c'était vraiment l'organisation de grands événements sportifs. Donc il y a eu toute cette série de compétitions continentales ou internationales en Russie sur différentes disciplines. Donc l'avantage, c'est aussi d'essayer de viser large, en ayant toujours tendance à essayer de ménager à la fois les sports traditionnels de la Russie, où on sait que la Russie est quand même particulièrement compétitive, et des sports peut-être un peu plus larges, où le football permet d'avoir la moitié du globe, voire les 3/4 du globe, qui va regarder pendant un mois ce qui va se passer en Russie, découvrir Saint-Pétersbourg, découvrir Moscou, et donc du coup avoir une image plutôt positive. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de voir qu'il y a tout un héritage historique. On l'a vu notamment avec les championnats d'escrime, où il y avait toujours cette école russe de l'escrime, qui est une nation historique, et donc il y avait cette volonté en fait de à la fois mettre en résonance son passé historique plutôt glorieux et la réalité de la situation, où ils ont fait un score qui n'était pas non plus complètement ridicule, même plutôt bon. Et justement, c'était ça qui était intéressant de voir.
Vous parliez tout à l'heure des risques de ce type de stratégie, que ça se retourne contre celui qui l'organise. On parle du danger, de l'image que pourraient renvoyer les hooligans russes. On parle aussi de cette peut-être propension plus forte qu'ailleurs, mais bon, pour avoir vécu en Ukraine, je pense que ce n'est pas une spécificité russe, du racisme dans les stades. Est-ce que ça, c'est des dangers qui sont réels? Est-ce que c'est d'une certaine manière pris en compte par le pouvoir? Est-ce qu'il y a des stratégie là-dessus. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas non plus, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de la volonté de la Russie, une manière pas de légitimer ce type de pratique, mais de dire, voilà, ça se passe chez nous, et chez nous, c'est comme ça, et on s'en accommode, parce que ça fait aussi partie pas de notre folklore, mais de notre manière de faire. Voilà. Quelles sont les stratégies sur ces deux questions? Alors, pour le coup, j'aurais tendance presque à mettre de côté le fait de vouloir démocratiser ces pratiques-là, puisque la FIFA a été très claire à ce propos et a dit que ce n'était pas tolérable d'avoir ce type de comportement dans des stades. Et en plus, l'image qu'on renverrait, on est toujours dans une logique de communication, l'image qu'on renverrait de la Russie serait fortement contestée, commentée par un certain nombre d'interlocuteurs, et ça permettrait de venir ajouter un peu de l'eau au moulin aux traditionnelles critiques de la Russie. Donc du coup, il y a, notamment sur la question des hooligans, il y a toute une politique qui a été mise en œuvre par Vladimir Poutine et l'ensemble du Kremlin et des ministres liés à cette question-là pour justement venir encadrer, venir essayer de limiter au maximum et faire passer le message que ce qui avait pu se passer sur le port de Marseille en juin 2016, il était hors de question que ça se reproduise et qu'il y avait justement un certain nombre de limites à ne pas franchir et que celle-là en faisait partie et qu'il pourrait être bon de prendre un peu de vacances un peu loin des matchs. Rappelons juste, sur le port de Marseille, c'était en 2016 pendant l'Euro. L'Euro 2016. En gros, la Russie est devenue championne du monde des hooligans en mettant une raclée aux Anglais. C'est un peu l'idée. Pour résumer. Voilà, c'est ça. On avait tendance à un peu dire que la question des hooligans, la question de la violence dans les stades n'était pas trop un sujet. Et puis, il y a eu un coup de tonnerre à Marseille qui a fait que, non, effectivement, c'était quelque chose qui était beaucoup plus large que l'on pensait et qui pouvait intervenir à n'importe quel moment. Et donc on a dit quoi? On a dit aux ultras de Saint-Pétersbourg En fait, depuis quelques semaines, ils ont eu des visites à peu près 2 fois par semaine du FSB, de la police et de tout ce qui porte un uniforme. Ils en ont marre. Donc vous avez raison, ils sont partis en Turquie, en Thaïlande. Enfin, ils ne sont pas dans le pays. Enfin, un certain nombre d'entre eux parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse les soupçonner de quoi que ce soit. Donc je pense que le risque est absolument neutralisé pour les raisons que vous dites. Il n'est pas question d'avoir une mauvaise image. Et sur le racisme, je crois que c'est aussi pareil. Petite anecdote, lorsque je suis allé voir pour écrire ce livre un match au Zénith à Saint-Pétersbourg, j'étais en train de lire, c'est le hasard qui voulait ça, une biographie de Goebbels, excellente biographie, et un livre de poche, et il y a une photo de Goebbels, et il a sa petite croix gammée sur son bras, et pourtant je suis entré avec les journalistes, accompagné par quelqu'un du service de communication du club, et lorsqu'on a ouvert mon sac, on a trouvé ça, et j'ai pas pu rentrer dans le stade avec ma petite croix gammée sur mon livre, hein, j'étais pas... Et il a fallu que je ressorte, que j'aille poser mon livre dans un local à part. Et donc il y a une vraie vigilance, je crois, sur ces questions. Il y a des ratés, il arrive qu'il y ait évidemment des gens qui s'expriment. Et je crois qu'ils seront très vigilants, effectivement, sur cette question. Parce que, notamment en termes d'image, ce serait quelque chose qui serait absolument désastreux si on avait des cris, des insultes pendant les matchs. La presse internationale va être présente en masse. Il va y avoir des spectateurs de tous les pays. Et donc, Vladimir Poutine ne peut pas véritablement se permettre d'avoir des anicroches sur ces éléments-là, sur les éléments, on va dire, maîtrisables. Sur la qualité de la compétition de l'équipe de Russie, ça, il ne peut pas y faire grand-chose, mais au moins sur les éléments maîtrisables, au moins, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour justement essayer de limiter ces risques-là. Le risque zéro n'existe pas, ça, c'est comme tout, mais au moins, il y a eu un certain nombre de rappel qui a été fait par la FIFA sur comment est-ce qu'on s'y prend, essayer de collaborer avec les différents autres pays, notamment avec les questions des supporters / ultras / hooligans. Pour les supporters, ça posait aucun problème parce qu'il y avait une communication habituelle, mais pour savoir comment est-ce qu'on pouvait arriver à tout simplement gérer ces flux-là. Je crois que les deux risques qu'il y a, c'est l'un, le risque terroriste, évidemment. Il y a un terrorisme
en Russie. Donc on imagine que tous les services sont sur les dents, comme ils l'auraient été pour Sochi, mais bon, le risque existe comme dans nombreux de pays. Et l'autre est plutôt dans la logistique. La Russie, ça a toujours été compliqué. C'est compliqué pour le football aussi, d'ailleurs, depuis le début, parce que par exemple, l'équipe de Vladivostok n'a jamais pu jouer en première ligue parce qu'ils sont à 7 fuseaux horaires et que personne n'a envie d'aller jouer de l'autre côté du pays. Ça pose des vrais problèmes. Alors ça pose aussi des problèmes pour les spectateurs, parce qu'il faut aller dans des villes qui ont été choisies pour des raisons d'image, de géopolitique intérieure, et qui font qu'elles sont un peu loin, pas forcément bien desservies. Voire même enclavées, comme Kaliningrad. Voire même enclavées comme Kaliningrad, absolument. Et donc ça peut poser un certain nombre de problèmes logistiques. On imagine que tout va être fait aussi pour donner une bonne image du pays, mais ça peut poser quelques problèmes, en effet. Et cette distance-là, alors là, je vais vous demander de rebondir sur l'actualité, puisqu'aujourd'hui a été également attribuée la prochaine Coupe du Monde, donc pas la prochaine, ça sera au Qatar, 2026. Mais celle de 2026, qui a été attribuée donc à un ticket qui diplomatiquement a de quoi faire parler, puisque ce sera donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et alors là, c'est là où il y a quelque chose d'un peu intriguant avec la diplomatie du sport. C'est qu'on se dit, en l'état, si ça a lieu demain, ça ne peut pas avoir lieu. C'est pas possible, vu ce que dit le président Trump aujourd'hui, et du Canada, et des Mexicains, et même à la volonté justement de cloisonner là où le foot et cette annonce-là nous annonce un continuum entre trois pays qui, bon, en ce moment, ne sont pas au mieux de leurs relations diplomatiques. Alors certes, Trump ne sera plus président en 2026, mais malgré tout, on se dit comment ils vont pouvoir se coordonner, organiser cet événement-là, vu l'état des relations actuelles, et c'est quand même maintenant que ça va commencer, c'est à partir de maintenant que ça commence à s'organiser, c'est-à-dire que le foot, enfin le sport en général, mais là le foot en particulier, va avoir un rôle de régulation, un petit peu de détention diplomatique. Question piège. Oui, question piège. Oui, merci. Alors, concernant le ticket, en fait, ce qui est intéressant avec cette candidature-là, c'est qu'elle a été vraiment portée évidemment par les aspects politiques, et ça a été très largement diffusé, notamment par Trump. Mais très rapidement, on a compris que Trump était presque le pire défaut de cette candidature, et donc ça a vraiment été récupéré plutôt par les autorités sportives, et donc porté par les autorités sportives. Et je pense qu'ils vont vraiment s'inscrire dans cette logique-là en essayant de garder le plus possible leur distance avec l'establishment de la Maison-Blanche pour justement essayer d'avancer sur ce dispositif-là. Ce qui était d'ailleurs intéressant, c'était à quel point la candidature marocaine est justement revenue et a appuyé sur ces éléments-là, le fait de la distance entre les matchs, le fait que c'était sur des fuseaux horaires différents, et surtout la coordination pour le moins délicate dans les années à venir entre ces trois pays. La Coupe du Monde, c'est pas accueillir une finale de la Coupe Gambardella, avec tout le respect que j'ai pour la Coupe Gambardella, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, avec des flux de voyageurs, de spectateurs qui est considérable, et donc va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour s'entendre alors qu'on se fait traiter la veille par violeurs / voleurs / pourris par le président du pays voisin. Donc ça va être sportif au sein de ce dispositif-là, mais c'est ça aussi qui va être intéressant, de voir comment est-ce que le sport va pouvoir, en particulier le football, va pouvoir permettre de garder une espèce d'objectif un peu sur le long terme, sur le moyen terme, en conservant des échanges, des dispositifs qui pourront être performants sur les années à venir. C'est un peu nouveau, ces systèmes de co-organisation à plusieurs pays d'une même compétition. C'est un essor assez récent. Alors pour le coup, la FIFA, c'est la première fois qu'elle arrive à désigner une triple candidature, ça c'est du jamais vu. Il y a juste une nouveauté qui va être introduite avec l'organisation de l'Euro 2020, qui là sera en tournant. Donc du coup, là aussi, en termes de complexité, ça va être assez... Dans divers pays d'Europe. C'est ça. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est 10 ou 12 capitales ou villes, non pas de l'Europe, mais des pays, des fédérations, voilà, des fédérations adhérentes à l'UEFA. C'est pour différentes raisons. D'une part, parce que... il y a l'argument financier qui est souvent annoncé en disant que c'est un énorme événement sportif et que donc potentiellement tous les pays ne peuvent pas se donner les moyens d'accueillir un tel événement sportif. Donc accueillir un ou plusieurs matchs peut permettre de à la fois avoir une petite part de lumière
tout en n'ayant pas un énorme budget à gérer. Ça permet aussi de satisfaire ceux qui n'auraient pas la possibilité d'accueillir ces événements-là, parce qu'il y aura des grosses pointures qui vont se présenter face à eux, et puis c'est une désignation qui n'intervient que pour les 4 ans. Donc du coup, quand on rate notre chance, on sait qu'il faut attendre 4 ans supplémentaires ou 8 ans supplémentaires, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que le football essaye vraiment de se démocratiser en passant par ces biais d'organisation de grandes compétitions. On n'est plus simplement dans la démocratisation du football par la pratique et par les clubs, etc., mais vraiment par l'organisation de grands événements sportifs qui permettent aussi, et c'est l'objectif, de faire augmenter la pratique sportive par les citoyens et citoyennes des pays et des villes. On se souvient de l'Euro 2012 entre l'Ukraine et partagé entre l'Ukraine et la Pologne. Ça avait été aussi l'occasion. Alors effectivement, à la fin, ça a été considéré comme un succès, mais ça a donné lieu à des tensions, notamment de la Pologne, tentant à un moment de se désolidariser de son voisin ukrainien en disant les retards sont faramineux, on n'y arrivera jamais, grosso modo on a un canard boiteux avec nous. Et en même temps, c'était une compétition organisée entre un pays qui était dans l'Union européenne et un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce qu'on était sur le même type de symbolique, quoi, autour d'un partage comme ça de l'organisation d'un tel événement sportif? C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que malgré tout, le sport, ça reste du symbolique et que ça ne fait pas énormément bouger les lignes du diplomatique. Et si ça les fait bouger, c'est que d'abord la diplomatie elle-même est prête à bouger. Donc je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus l'importance du sport, mais déjà rien que se placer sur le terrain symbolique et d'envoyer les messages qui peuvent convenir aux États en ligne avec leurs intérêts fondamentaux, ça, c'est en ce sens que c'est important. Je ne crois pas que ça fasse changer après les lignes ou à la marche seulement, je crois. Est-ce qu'il y a un risque, parce que c'est le dernier point parmi les pièges du soft power poutinien et russe d'organisation sportive, est-ce qu'il y a un risque que la population s'en mêle? Je fais référence là à ce qui s'est passé au Brésil, où, in fine, tout allait bien, le pays du loulisme triomphant, d'un coup, s'est écrasé avec l'organisation de la Coupe du Monde, qui pourtant, au pays du foot, aurait dû être un grand moment. Et finalement, ça a été le début des manifs contre la vie chère, contre la corruption, contre les expropriations au contour des stades, contre l'ultra-sécurité de la pacification des favelas. Et ça a été finalement le début quand même d'une classe moyenne, de l'émergence d'une société civile. Enfin, pas le début de l'émergence au Brésil, mais est-ce qu'il y a ce risque en Russie-là aussi que la population s'en mêle? Ça me paraît assez improbable. Vous avez raison, c'est vrai que sur le cas du Brésil est effectivement extrêmement important. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des signes qui montrent que ça va bouger en Russie de ce point de vue-là, même s'il y aurait sans doute plein de raisons de se plaindre. La situation est difficile en ce moment, entre les sanctions internationales, les cours du pétrole qui sont en train de remonter, mais qui depuis 2014 sont très bas et qui font que la vie est difficile pour beaucoup de gens. Beaucoup ont perdu leur emploi, des salaires ont été divisés par 2, etc. Et la Russie, c'est pas le Brésil. La société russe, pour le moment en tout cas, enfin, elle bouge, il se passe des choses, mais on n'en est pas là. Ça tient aussi évidemment à la nature du régime qui ne laisserait sans doute rien passer, même si parfois il encaisse des coups, si j'ose dire, de la part de sa société qui se plaint. Mais je crois qu'on en est très loin pour le moment. Enfin, on peut se tromper parce qu'on a toujours des surprises dans ces domaines, mais ça me paraît très très loin. Et est-ce qu'il y a eu un effet, comme au Brésil à l'époque, dans l'organisation de la Coupe du Monde, sur l'augmentation du coût de la vie? Non, pas véritablement. Ces dernières années, c'était compliqué d'aller à Moscou parce qu'on en a profité, et ça fait partie de l'image, pour refaire les trottoirs, les élargir, sortir les voitures du centre. Donc c'était lié à d'autres problématiques aussi, mais qui correspondaient avec l'organisation de la Coupe du Monde. Donc les 2-3 dernières années étaient assez compliquées à Moscou. C'était un enfer. Il y avait toujours un marteau-piqueur en bas de sa fenêtre, etc. Mais bon, les gens l'ont accepté. Je me souviens, on pourrait reprendre, il s'est vraiment passé très peu de choses par rapport à la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu de mobilisation sociale, comme vous évoquez. Il y en avait eu un tout petit peu au moment de Sochi. Il y avait eu un peu il y avait des expropriations. Okay. Sur le fond, c'est pas impossible, puisque on peut construire un stade, on peut vouloir exproprier, etc. Il y avait des gens qui s'en plaignaient. Donc il y avait eu un petit peu de mobilisation, mais c'était resté très, très local. Et malgré des affaires de corruption très importantes, on
a des estimations, enfin on pense qu'il y a peut-être eu 20 milliards ou plus de dépensés qui n'auraient pas eu lieu d'être dépensés entre deux sites sportifs, celui d'Adler et celui de Krasnaya Poliana. Il y a eu une route de construite et une voie de chemin de fer, je crois que ce sont les plus chers de l'histoire. Et donc là, on aurait pu imaginer que ça aurait pu susciter quelque chose de la part de la société, et ça ne l'a pas fait. Ce sont quelques opposants, notamment Boris Nemtsov, le défunt Boris Nemtsov, qui avait enquêté, simplement en comparant les coûts ici avec d'autres infrastructures à l'occasion d'autres événements, et puis qui montraient la différence de prix. C'était très simple comme méthodologie. Mais ça n'a pas fait bouger la société. Est-ce que ça veut dire que, du coup, que le risque du contre-coup n'est un risque que pour les sociétés démocratiques et que les régimes autoritaires peuvent se lancer dans la course de la diplomatie du sport sans craindre De façon générale, je pense que tous les États, qu'ils soient démocratiques ou non démocratiques, se sont commencés à comprendre l'impact et l'importance que pouvait avoir le sport sur la scène internationale. Et il y a déjà un certain nombre de pays qui développent leur propre diplomatie sportive, soit en reprenant un certain nombre de modèles existants, ou soit en créant ex nihilo leur propre diplomatie. Pour répondre à votre question, effectivement, il pourrait y avoir un risque de contre-coup plus important sur certaines sociétés, mais là encore, je pense que c'est pas tant par rapport au régime, c'est aussi par rapport à la vivacité de la société civile qui va permettre ou non de pouvoir s'exprimer, d'une part de pouvoir s'exprimer, d'autre part d'avoir cette tradition peut-être de s'exprimer. Dans le cas du Brésil, il y a peut-être une nuance à apporter, puisqu'au final, les principales manifestations n'avaient pas eu lieu pendant la Coupe du Monde, mais pendant la Coupe des Confédérations qui était un an avant, et qui du coup faisait référence à... qui avait eu lieu à l'occasion d'une hausse du prix du ticket de bus dans la ville de Rio. Et donc, du coup, c'était vraiment sur un élément qui avait permis de déclencher en fait toutes ces manifestations et la volonté du pouvoir de ne pas du tout répondre à ces questions-là, qui avait du coup, on va dire, véritablement fait grossir les rangs de ces manifestations. Et qui, au final, était un peu retombé pendant la Coupe du Monde pour ensuite repartir avec la destitution de Dilma Rousseff. Mais ça, c'était encore pour d'autres sujets. Concernant la mobilisation en Russie, ça me paraît effectivement compliqué. Je ne suis pas sûre que ce soit, alors, c'est vous le spécialiste de la Russie, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans la logique de la société civile de sortir, manifester de façon aussi importante que ça a pu être en Russie ou dans d'autres pays. Donc je ne suis pas sûre que ce soit lié avec le type de régime, mais plutôt à la vivacité de la société civile, mais aussi aux libertés dont elle peut disposer pour justement exprimer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut avoir encore, parce que là ça renvoie du coup à la Russie d'avant, la Russie soviétique, est-ce qu'à l'occasion de matchs à haute teneur symbolique, on pourrait voir ressurgir ce qui pouvait se passer entre la Russie et ses pays ex-pays satellites, quelque chose qui pourrait dégénérer un peu comme ça avait pu être le cas dans le fameux match de water-polo entre c'était les Hongrois et les Russes. Il y a eu des exemples dans le football. Il y a eu des exemples dans le football, d'ailleurs, qui étaient des exemples annonciateurs. URSS Pologne, URSS Hongrie avant 56, etc., où ça se passait très mal, jeu brutal de la part des Polonais, des Hongrois, tribune hostile à l'équipe soviétique, et puis le petit cocktail, enfin fourchette, comme on dit en russe, le verre qu'on boit d'après-match où l'équipe haute ne venait pas et laissait les soviets entre eux. Et je crois que le KGB avait noté ça et montré qu'il se passait quelque chose dans sa société, et puis ça conduira aux événements qu'on connaît. Là encore, on n'a pas l'impression qu'on est dans cette dynamique aujourd'hui. On n'imagine pas... les Ukrainiens ne sont pas qualifiés. Les Ukrainiens ne sont pas qualifiés. Là, pour le coup, voilà, ça aurait pu être des événements qui... Je crois pas qu'on en verra cette année. D'accord. Il ne semble pas. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous deux d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairé un petit peu sur ce que le foot peut avoir de géopolitique.